Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'avant, j'étais républicain. Vraiment, vraiment un fort républicain. Et que je me rends compte qu'en 3 ans, 4 ans, j'ai basculé dans le royalisme. Si moi, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Bonjour Enzo. Alors pour commencer, je vais te laisser te présenter, ton âge, ce que tu fais et aussi où tu as grandi. Alors, je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans, je fais des études en histoire. J'ai grandi, alors tout d'abord, je suis né en Bosnie. Je suis arrivé en étant très jeune, 6 mois, en France. J'ai vécu à Paris, ensuite j'ai immigré, comme on dit, vers le 93, où je vis actuellement. D'accord, très bien. Et je sais pas si ça te dérange qu'on en parle, mais pourquoi tes parents sont partis de Bosnie du coup et sont venus en France? Il n'y a pas eu de vrai. Ma mère a fait ses études ici. Ah Et ok. lors de la guerre, elle est partie rejoindre mon père. Donc ensuite, elle a juste fait le choix cohérent de revenir en France avec lui. Mhm. D'accord, du coup, Ça a été, toi t'as- j'ai grandi ici, quoi. d'accord, toi t'as grandi ici, du coup Je connais pas grand chose de là-bas, à part les vacances. Voilà, donc c'est vraiment d'accord, t'as vraiment fait ton éducation, tes le études parcours également. scolaire ici. D'accord, très bien. Une autre question que j'aimerais te poser, c'est du coup tu es royaliste. Comment cette pensée a émergé en toi? Est-ce qu'au lycée tu avais déjà eu cette pensée politique? Est-ce que tu étais politisé à la sortie du lycée? Comment c'est venu? Alors, c'est très simple, hein. Je suis sorti du lycée en étant tout à fait républicain. Ouais. Ça, parce que j'avais suivi donc, un enseignement républicain le plus normal, c'est-à-dire c'était pour moi banal de dire vive la République, vive la France. Et au moment où je suis arrivé à la fac, je commençais à avoir des cours d'histoire qui étaient un peu plus pointus sur les périodes, avec un peu plus d'analyse, avec un peu plus voilà, de descriptif de ces périodes sur lesquelles la monarchie est en France, et pas qu'en France. Hein. J'ai eu aussi des cours sur par exemple les monarchies en Europe, voire même dans le monde. Ça a permis de m'ouvrir les yeux et de me rendre compte qu'en fait, la monarchie était une vraie alternative à la République que je pense décadente. Ouais. Et donc ta politisation et ta pensée royaliste est apparue du coup à la fac, comme tu as dit. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a vraiment séduit dans cette pensée? C'est d'abord une analyse. Ouais. J'ai analysé, c'est-à-dire le pour et les contre. J'étais déjà assez critique par rapport à la République, par rapport notamment à les résultats en fait, qu'on a au jour le jour. On se rend compte qu'elle n'est pas adaptée au système actuel. On se rend compte aussi que rapidement, on nous a beaucoup menti en fait. Toute notre enfance, c'est-à-dire même à l'école, on a l'idée que la France est fondée en 1789. Et qu'avant ça, la France, c'était pas la France, c'était quelque chose d'autre. Après, la France, il faut l'accepter aujourd'hui telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est aujourd'hui la France qui est une république, elle est. Donc il faut respecter ça, mais pour ma part, je reste attaché à une restauration monarchique qui conduit donc à un raisonnement logique, à des lectures poussées, à des analyses, à des schémas que je me suis fait dans la tête donc, par rapport à ça. Tu as parlé de lecture, tu as des lectures que tu as pu faire qui te restent en tête et que tu pourrais partager? J'ai beaucoup lu, c'est-à-dire bon, tout d'abord les lectures historiques qui m'ont permis d'avoir une idée sur les idées reçues, les fausses idées reçues de l'Ancien Régime, avec notamment des ouvrages concernant le XVIIe et XVIIIe siècle. Ensuite, j'ai lu bien sûr les penseurs royalistes les plus connus. Tu peux en citer quelques-uns? Oui, bien sûr. J'ai dû passer par là, j'ai lu Maurras, j'ai lu Darès aussi, donc qui n'est pas très royaliste, mais qui est quand même assez nationaliste. J'ai lu Jacques Bainville, personne dans lequel bien sûr je me reconnais énormément. Bainville, c'est pour moi l'archétype du vrai historien, journaliste, multitâche, qui s'est posé le pour et le contre et qui a, à part certains points, nous correspond très bien. D'accord, d'accord. Et donc tu as rejoint cette idée. Qu'est-ce
qu'il y a dans le royalisme qu'il n'y a pas dans la République et que tu critiques du coup dans cette société qui existe aujourd'hui? D'abord, il y a une continuité dans le royalisme. Le royalisme impose une forme de continuité, c'est-à-dire qu'on a un fils qui ensuite devient roi, et le fils du roi devient roi, donc il y a une forme de continuité, ce qu'on ne retrouve pas en République. Alors, il est vrai que l'avantage de la République, c'est de demander au citoyen son avis, sauf que est-ce que le citoyen est vraiment assez compétent pour pouvoir juger de cela? Aujourd'hui, on vit surtout sur un modèle qui est très électif, sans savoir réellement qui on élit en fait. Avant, on avait une personne qui était élevée depuis son plus jeune âge à gouverner et à régner. Donc, sur la France, actuellement, on a des personnes qui finissent de grandes écoles, l'ENA par exemple, et qui en vrai ne sont pas, on va dire, sont compétentes, mais est-ce qu'elles sont vraiment là pour le bien-être, le bien commun du pays? C'est une bonne question qu'il faut poser. Contre-argument, je pense, ça serait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque du roi qui serait un peu trop totalitaire, cette image qu'on garde souvent de la monarchie? Est-ce qu'il y a aussi ce risque-là, je pense, qui peut effrayer Effectivement, il y a ce risque de totalitarisme même. On peut parler, bon, c'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est-à-dire de pouvoir assez fort. Il faut savoir que le roi, en fait, il ne gouverne pas seul. Il est entouré de personnes qui sont là. Alors, au XVIIIe siècle, on a énormément critiqué ça, d'un roi qui gouvernait seul, sauf que le roi, par exemple, il gouvernait notamment avec les parlements qui étaient des anciennes cours de justice et qui étaient aussi des instances qui permettaient le remontrant, c'est-à-dire des formes de contre-pouvoir au roi qui, à temps à autre, ont permis donc, une forme de réel découpage de la monarchie, ont permis de pousser le roi à une réflexion, par exemple, sur différents aspects de conflit qu'il y a pu avoir entre les populations et la royauté. Les parlements ont su prendre, avec les remontrances, ont su prendre le roi, qui ensuite, bien sûr, conduit à certaines déviances, on va dire, de la monarchie. D'accord, donc tu as dit que tu n'étais pas dans l'idée que le peuple aurait les capacités d'élire un gouvernement, donc tout ce qui est les questions qui soulèvent aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, etc. Le RIC, par exemple, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le RIC, c'est quelque chose qui est totalement... Moi, je suis totalement pour le RIC. Le RIC, c'est vraiment l'essence de la France, c'est-à-dire la France, la basse France qui renaît, c'est-à-dire on demande enfin aux citoyens est-ce qu'il est d'accord ou pas. Donc, alors, on est d'accord, on vote pour quelqu'un, par exemple un président, on vote pour un programme, mais est-ce que le programme, on est totalement d'accord avec? Non, il y a toujours un ou deux points avec lesquels on n'est pas d'accord, et je pense que le complément, peut-être de cette démocratie, ce serait oui, un RIC. Le modèle suisse est plutôt bon, c'est-à-dire sur des cantons, avoir plus d'initiatives populaires, des petites assemblées. Beaucoup de royalistes sont plutôt proches de cette idée du retour à la terre, c'est-à-dire du retour d'une forme de décentralisation. On trouve aujourd'hui que c'est de plus en plus centralisé en fait. On a un pays qui est extrêmement centralisé avec notamment Paris en haut et ensuite un découlement. Par exemple, quand on remarque les Gilets jaunes, comme tu viens de dire, les principaux actes ont eu lieu à Paris. Il y en a eu quelques-uns à Toulouse ou à Lyon. Moins médiatique. Oui, et c'est beaucoup moins médiatique. Et même les instances du pouvoir, elles sont toutes à Paris. Donc à part bien sûr les préfectures qui sont bien sûr là, le découlement naturel de cette centralité républicaine, jacobine. On a, voilà, donc, on a Paris en haut et ensuite la côte en bas, ce qui permet la gronde en France. D'accord. Rapide définition du terme jacobine que tu as d'utiliser, au cas où certains ne connaîtraient pas forcément. Alors, il y a une définition historique, une définition... Bah oui. Alors, les Jacobins, c'est notamment un groupe qui s'est formé autour d'une idée politique lors de la Révolution française, il y a eu les montagnards, il y a eu différentes idées politiques, chacun représentait un courant idéologique, et les Jacobins ont, à Paris, pris l'ascendant. D'accord.
est-ce que tu verrais, est-ce que par exemple, on a parlé de la question du RIC, est-ce que le RIC serait compatible dans une monarchie parlementaire? Est-ce que tu verrais... Oui, bien sûr, ce serait même un aboutissement, sachant que très souvent on associe le terme monarchie à tyrannie. Oui. C'est-à-dire la monarchie, c'est tu te tais, tu travailles, et notamment tu travailles en labourant et tu n'as pas ton mot à dire. C'est pas trop ça, et c'est ça que les études historiques, et c'est ça que l'école ne nous enseigne pas du tout à l'école notamment. C'est que la monarchie, c'est pas tout le monde qui fait blabla et tu marches en écoutant. Il faut savoir que Louis XVI, quelques heures avant, quelques semaines, voire même quelques mois avant d'être prisonnier, a accepté énormément de choses. Il a accepté notamment de porter la couleur tricolore, il a accepté de revenir à Paris, il a écouté son peuple. Alors on peut le critiquer sur plusieurs aspects, mais est-ce qu'il a mérité de finir comme il a fini? Je pense pas, je pense que ça avait un but politique qui a arrangé une certaine pensée de certains à cette époque. Donc il y a du pour et du contre. C'est vrai que des sociétés monarchiques parlementaires existent encore aujourd'hui, même qui sont dans l'Union européenne. Donc oui, effectivement, c'est pas incompatible. Ce qui choque aussi un peu, c'est qu'on nous parle jamais notamment de nommer la République. C'est tout à fait normal de mettre la République en avant et en écoutant le président, c'est le président de la République, c'est le président, la République. Sauf qu'on nous dit très souvent qu'en fait, autour, il n'y a pas que des républiques. On a notamment en Belgique, notamment en Espagne, notamment l'Angleterre, on a énormément d'autres monarchies, certaines comme les monarchies du Nord, avec la Suède, avec le Danemark, qui sont des pays en avance sur leur temps et qui restent des monarchies. Donc la monarchie, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Au contraire, ça veut dire vivre dans son temps. Mais quelle est la place du roi dans ces monarchies? Est-ce qu'elle est plus symbolique ou est-ce qu'il y a une réelle place politique du roi dans ces monarchies? Alors ça dépend vraiment des pays, mais très souvent c'est plus symbolique. On a un roi symbolique qui est là. Alors souvent il peut taper du poing, il peut orienter les décisions politiques. Mais c'est très souvent de façade. C'est vraiment, ils sont ici en tant que représentants en fait. Donc, ils font un peu le travail d'un président, sauf que ils sont pas élus par le peuple, mais les lignes royales, ils sont peu là. Et toi, tu serais plus pour quel serait ton modèle idéal de gouvernement? Alors pour moi, je me suis vraiment penché longtemps. Je me suis rendu compte qu'en fait le parlementarisme n'aidait pas énormément. Le roi n'arrivait pas à avoir une pleine contrôle du pays, parce que le Parlement ira toujours à avoir de plus en plus de souveraineté. Et je pense que c'est pas la meilleure des situations. Alors la monarchie constitutionnelle, c'est aussi quelque chose qui est possible. Hein. Mais la Constitution, comme on le voit aujourd'hui avec le régime républicain, la Constitution change énormément. En fait, la Constitution est très souvent faite pour un homme. Par exemple, la 5e République, elle est faite pour le général de Gaulle. C'est une Constitution qui est faite pour un homme de guerre. Avoir une monarchie qui est vraiment très, très ancrée sur une seule personne, c'est pas peut-être la meilleure des choses à avoir. La monarchie absolue, elle aussi, elle a critiqué. Par déviance, notamment d'un pouvoir dictatorial, voire central, qui serait vraiment, qui pourrait tendre au contraire avoir des dérives. Donc, il faudrait peut-être faire une conciliation d'un peu des trois, avec revenir petit à petit, tout d'abord à une monarchie, pourquoi pas constitutionnelle, et ensuite observer, peut-être créer une nouvelle monarchie qui permettra d'avoir quelque chose de nouveau. Donc c'est renouveler un peu la monarchie. Ce serait pas réinstaller la monarchie comme avant. C'est un peu ce que disait Maurras avec l'empirisme organisateur. Il faut un peu apprendre des erreurs passées. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. On utilise le passé pour l'avenir. C'est vraiment ce qu'il faut. On a vu que ça ne marchait pas. Il faut peut-être ajuster. Si on voit que dans d'autres pays ça ne marche pas, il faut peut-être aussi là aussi ajuster.
Mais tu as des exemples de pays dont le style de gouvernement t'intéresse plus, pourrait servir ton propos, par exemple? J'aurais dit, moi je suis assez loin, le Maroc. Maroc, je trouve que bon, c'est une monarchie que certains vraiment spécialistes nomment de exemplaire. On a un monarque qui gouverne, qui a une famille, on va pas dire irréprochable, mais qui a une famille solide, qui sait garder sa culture, sait préserver en fait les intérêts nationaux. Quelque chose que, par exemple, en République, on dit très souvent, les intérêts nationaux. Moi, je trouve que le libéralisme, en tant que républicain, je l'ai critiqué. En tant que monarchiste, je continue à le critiquer. Et il y a énormément de monarchistes qui critiquent c'est-à-dire ce modèle capitaliste, impérialiste, vraiment contre. Et je trouve que le Maroc arrive vraiment à concilier un peu cette souveraineté avec cette ouverture au monde. Et même en politique, ils sont vraiment terribles. Ça me gérer, quoi. D'accord. Autre question, ça serait plus par rapport au regard que les gens portent sur la monarchie. Qu'est-ce que tu dirais par exemple aux personnes qui pensent que c'est souvent jugé comme trop extrême et aussi vraiment vieillot de revenir à la monarchie, tu vois? C'est très souvent ce qu'on entend quand on dit qu'on est monarchiste. Et qu'on dit qu'on est monarchiste, directement l'idée de revenir en arrière, pourquoi ça? En fait, peut-être parce que le monde qu'on a actuellement, il ne fonctionne pas. Et que pourquoi pas revenir à un modèle qui a fonctionné presque un siècle? Alors oui, il y a eu des problèmes, il y a eu des coupures, mais la monarchie a toujours été là. Pourquoi pas revenir enfin à cette idée ancestrale, c'est-à-dire que la France était monarchique. Alors certains avancent l'idée que la France régnait sur une naissance monarchique. Je suis d'accord, le royaume de France existait, c'était le roi qui y était, donc la monarchie s'est constituée avec la France autour du royaume et des terres françaises. Donc, est-ce que c'est extrême? Sûrement. Il y en a certains qui pensent que c'est extrême. C'est extrême dans le sens où on a un modèle et que peut-être pas d'un jour à l'autre, mais un jour peut-être qu'il peut revenir à quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, par exemple, à faire une révérence devant son monarque. On n'est pas habitué, par exemple, alors ça c'est peut-être un peu plus dans les écoles, mais on n'est pas habitué, par exemple, à avoir, par exemple, l'hymne national chanté. Pas obligatoirement l'hymne national. Je ne pense pas qu'en Angleterre on chante l'hymne national tous les jours, mais quand la reine arrive, c'est pas Macron qui se fait huer tous les 5 mètres. Il y a un amour propre pour la monarchie, c'est le monarque qui reste comme le père de la nation. Et c'est ce qu'on a perdu lors de la Révolution, on a décapité le père de la nation. C'est pour ça que la Première République, je pense qu'elle en a pâti en fait. Alors, elle avait beaucoup promis, peu de choses ont été réalisées, et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la Cinquième République, en environ un siècle et demi, c'est quand même énorme. Il y a eu énormément de coupures entre les empires, les monarchies qui reviennent, les guerres mondiales. Il y a eu vraiment énormément de coupures et on se rend compte qu'en fait la monarchie elle est à celui qui est plus fort en fait. Alors plus on est fort, la République est à nous. D'accord. Mais tu as parlé de Macron qui se faisait huer, mais il y a aussi ce risque dans la monarchie que le roi se fasse huer. Et quelle serait par exemple une réaction du roi ou même des policiers qui l'entouraient face à ce genre de comportement? Alors, tout d'abord, si on restaure un roi, s'il se fait huer, je pense qu'il sera dans une mauvaise posture parce qu'il n'a pas un pouvoir ancré. Par exemple, il y a eu la coupure, comme je viens de le dire, d'un siècle et demi, les Français sont habitués à vivre sans roi. En Angleterre, si maintenant on enlève le roi, je pense qu'il y aura un basculement, il y aura un petit choc psychologique. Et je pense qu'il y aura forcément un temps d'adaptation. Peut-être qu'au début, oui, il sera hué. Je pense même que ce sera obligé. J'adore cette phrase qui dit que tous les présidents disent durant un quinquennat, on ne peut pas tout réaliser. C'est vrai, je pense qu'un roi non plus, sur les 10 ans, peut-être pas qu'il changera tout. Mais il laissera à son fils un pays, et il cherchera à laisser à son fils un pays dans un meilleur état que ce que lui il a reçu. C'est la logique de la royauté, c'est-à-dire laisser à son descendant un pays prospère. C'est ce que tous les rois de France ont essayé de faire, et c'est pas ce que la République veut faire. Macron, il cherche à faire son quinquennat, toucher ses primes et sa retraite,
et vivre sa vie. Il n'en a rien à faire si maintenant, demain, X ou Y prend le pays avec 15 milliards de dettes, avec le FMI sur le dos, il n'a pas grand-chose à faire. Il est là plus qu'en bouche durant un quinquennat pour faire miroiter certaines idées qui, en réalité, je pense qu'il ne peut pas les réaliser. C'est en République. Je pense que même lui ne se pose pas la question, il ne pose pas la question. Il est soumis, alors certains diront, à une force au-dessus. Je dirais qu'il y a énormément de lobbies dans notre monde. Et si on n'est pas réellement attaché à notre pays, le lobby nous mange tôt ou tard. On peut aimer la France du plus profond de son âme, mais on le remarque avec notamment des groupes comme Mélenchon qui, alors il y a des gens très bien, mais on remarque de plus en plus un changement de discours. Alors, et ça, c'est dans tous les partis politiques. Donc je me demande si c'est pas aussi un peu le conflit d'intérêt avec ce qu'on appelle les lobbies. D'accord. Et comment, si un roi revient en France, comment ça se mettra en place? Comment le processus se mettrait en place? Comment même ses partisans remettraient tout cela en place? Alors, il y a différentes approches. Alors, nous, par rapport à tous les royaumes avec qui j'ai parlé, on n'est pas tous d'accord sur le type de monarchie à vouloir. C'est-à-dire certains souhaitent une monarchie constitutionnelle, certains absolus, certains héréditaires de rang divin, etc. Il y a différentes monarchies. Je pense que prendre un modèle d'un autre pays pour nous le mettre à nous, je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se crée un modèle bien à nous. En fait, un modèle qui serait propre aux Français. Pourquoi pas passer par un riche? Pourquoi pas? Donc par la voie des urnes. Oui, pourquoi pas par la voie des urnes? Il faut savoir que le peuple, on n'est pas juste là pour lui dire tu te tais et on gouvernera pour toi. Au contraire, au niveau local, nous on préfère privilégier le niveau local. Paris, on s'en fiche un peu. Paris, c'est bien que Paris dirige pour Paris en fait. Il faut que, par exemple, dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque ville, des assemblées, on va dire citoyennes, parce que c'est une monarchie, mais des assemblées des Français, des personnes se mettent en avant, que chaque voix compte en fait. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'un président qui est élu avec pas 30% de l'électorat, quoi. Et il porte la titulature de président des Français. Ça reste... Donc il y a différentes monarchies, différents exemples que peut-être il faut étudier, faire un consensus et ensuite les mettre tous ensemble pour faire un modèle bien français. D'accord. Dernière question. Aujourd'hui, il y a 3 prétendants à la royauté. Il y a Louis de Bourbon. Il y a aussi Jean d'Orléans, mais aussi Jean-Christophe Napoléon, c'est bien ça? Pour qui toi tu serais et pourquoi? Alors très simplement, je procédais de manière nominative. D'abord les Napoléons, ils n'ont en réalité, ils n'ont vraiment aucune accroche avec la France. Il y a eu deux empires, donc alors, effectivement, Napoléon Bonaparte, c'est un nom. Porter le nom de Napoléon, c'est un nom. C'est une titulature très importante. Mais est-ce que maintenant, avoir un Bonaparte sur le trône, moi je ne le verrais pas. Alors, les Bourbons, c'est une question qui me revient énormément. Les Bourbons ont refusé toute prétendance au titre de roi de France. Donc eux aussi on doit les éliminer directement par un traité. Alors, il y a un traité qui a été signé entre la France et l'Espagne qui mettait à fin les prétentions espagnoles en France. Et le choix que moi je choisis avec énormément d'autres personnes, c'est celui de Jean de France, Jean d'Orléans, comte de Paris, qui est pour nous aussi bien la figure d'un monarque, on va dire, moderne, que du vrai monarque. C'est-à-dire, ça ne me dérange pas de sortir en Adidas, par exemple. Il y a des photos de lui qui étaient sortis en Adidas, ça ne m'a pas choqué.
et même demain, voir un roi un peu plus proche du peuple, moi ça me dérangerait pas. Un peu plus moderne. Parce qu'on a toujours cette idée du roi habillé, c'est-à-dire celui Louis XIV, ou celui Louis XV, ou Louis XVI, habillé avec des petits talons, avec des perruques, avec... Non, une personne simple, proche du peuple, qui est vraiment là pour le peuple. Parce que l'intérêt c'est de comprendre le peuple. Ça sert à rien de gouverner si c'est pour gouverner pour soi. Est-ce que on est sûr que le prince sera apte, et imaginons qu'il n'est pas apte, comment le peuple qui serait mécontent pourrait non seulement contester ce pouvoir, et quelle initiative serait mise en place par ce même pouvoir pour pallier à ce problème d'un prince Je pense qu'on n'ira pas chercher très loin, on fera comme avant, c'est-à-dire, je pense que ça va plutôt bien marcher. Le roi prend son premier fils, l'éduque pour en faire un monarque. C'est là où réside vraiment l'essence même de l'hérédité, c'est le père accompagne son fils. Alors, il ne le met pas à l'école pour apprendre ça, non, il l'accompagne au fur et à mesure avec lui, il lui apprend les tâches. C'est comme un peu une Léna, mais depuis tout petit. Tu vois, à Léna, on t'apprend à devenir président. Là, on t'apprend à devenir monarque, sauf qu'on t'apprend depuis tout petit. Tu suis les décisions de ton père pour être un bon monarque. Tu prends l'exemple de ton père, tu te rends compte que ton père n'est pas un bon. Alors, c'est là où j'aurais peut-être mis des cours de justice. On se rend compte que le prince monarque ne fait pas du bon boulot. Installer un conseil de régence jusqu'au moment où, notamment, le fils aîné puisse arriver au pouvoir. Ensuite, montrer ce qu'il peut faire. Moi, je suis aussi partisan de laisser au peuple une certaine dose de souveraineté. De ne pas lui imposer non plus directement ce fardeau, d'avoir une personne sans rien dire. Avoir quelqu'un sans pouvoir le critiquer, c'est pas non plus intéressant. Il faut pouvoir le critiquer. Donc garder cette liberté d'expression qui... La liberté d'expression, ça reste fondamental. Aujourd'hui, nous, je pense pas que je serais royaliste s'il n'y avait pas de liberté d'expression. Et tu serais probablement mort. Il y aurait la censure, il y aurait plein de choses. Même s'il y en a un. Soyons concrets, il y en a un. Mais elle n'est pas non plus... elle est cachée. Elle est cachée. Il y a cette phrase qui m'a vraiment toujours marqué, c'est la République gouverne mal, mais elle se défend très bien. C'est un peu ça qu'on entend, c'est-à-dire la République, son bilan est plutôt moyen, nul, mais elle se défend très bien. C'est les opposants, c'est les faire taire. Autre question, ce serait plus sur comment la monarchie se mettra en place, enfin de manière plus concrète, comment elle arriverait au pouvoir, par quels moyens, et oui, par quels moyens. C'est une très bonne question, parce que les royalistes sont vraiment divisés par rapport à cette question, et les européennes, ils ont vraiment montré ça. Par exemple, aux européennes, je ne sais pas si tu sais, dans les 34 partis qui sont candidatés, il y en avait un qui s'appelait Alliance Royale, qui était un groupe de royalistes, plutôt, je pense, partisans d'une monarchie parlementaire, qui ont essayé de prendre place dans le débat. Moi, je suis plutôt contre. Un monarchiste qui prend exemple dans la République, voilà, il y a le moyen des urnes, disons, qui serait plutôt invraisemblable. Il y en a certains, alors tout à l'heure je parlais des anarcho-royalistes, eux sont plutôt adeptes de l'anarchie. J'avais entendu ça dans une vidéo, un slogan qui était aujourd'hui l'anarchie, demain la monarchie. Certains sont partisans de l'installation d'un chaos pour faire émerger des bases, voilà. Nous, on est contre-révolutionnaires dans l'âme. Donc, ça ne me dérangerait pas d'avoir une anarchie, on va dire un climat anarchique pour ensuite réinstaller un prince. C'est un semblant de guerre civile sans réellement dire. Sans vraiment avec le terme guerre qui serait vraiment, vraiment fort, mais des conflits sociaux. Alors il faut aussi savoir que dans ce combat, je pense qu'il y a aussi d'autres factions qui viendront, avec notamment les factions de gauche, l'extrême gauche,
qui eux sont beaucoup plus préparés. Eux sont beaucoup plus préparés à l'anarchie. Ils sont beaucoup plus maniables, beaucoup plus préparés, je pense, à un soulèvement populaire. Les monarchistes, il y a aussi bien sûr le retour, certains parlent d'un coup de force. Il y a eu cette anecdote que j'avais pu voir chez Ardisson, que le prince, le père du Jean d'Orléans, avait eu peut-être l'occasion de revenir sur le trône. Et c'était De Gaulle qui lui aurait donné. De Gaulle était plutôt favorable à une restauration monarchique. Il lui aurait même proposé. Il y a eu plusieurs fois des tentatives de restauration. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'avais lu dans un sondage que 17% de la population française, voire même plus de 17%, serait favorable à une restauration monarchique. Donc, il y a, par rapport à cette question, on est vraiment divergent. Moi, je suis plus pour. Vraiment, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de vrais moyens. J'aimerais que ça se passe par les urnes, parce que je sais que la République ne mettra jamais la monarchie à sa tête. C'est invraisemblable. Nous, on essaye vraiment d'élever ce sentiment national, c'est-à-dire de venir et de demander aux gens, d'expliquer pourquoi on est monarchiste. Qu'on n'est pas des personnes du XVIe siècle, on aime bien Henri IV, oui. On aime bien Louis XIV, on aime bien Richelieu. Mais on n'est pas non plus à vouloir s'habiller. Vraiment, bon, c'est de la classe, c'est pas de la classe, mais c'est pas non plus notre. De toute façon, ça va plus à. C'est plus à la mode, voilà, c'est plus d'une manière différente. C'est ce que les gens essaient vraiment de retranscrire. Parce que quand on vient devant quelqu'un et qu'on dit qu'on est royaliste, va mourir en Vendée. C'est pas un souci, mais bon, ça apporte rien au débat. Oui. Non, j'en ai une. Attends, mince. Attends, oui, c'était un truc important. Ah oui, voilà, c'était sur ça. Toute dernière. J'ai dit 3 fois 3 dernières questions. C'est pour ça que j'arrête. Mais donc, ouais, j'avais une question sur l'image que renvoie aussi le courant royaliste à travers notamment Génération Identitaire, qui est royaliste, plus nationaliste. Ils sont plus nationalistes. Mais il y a des royalistes quand même qui. Il y en a certains qui alors GI, comme on les appelle, Génération Identitaire, c'est. Il y a aussi des mouvements comme la cocarde. Ils sont vraiment partout. Donc, ils sont alors eux, ils disent totalement d'extrême droite. Ils sont pas non plus de. C'est pas des personnes de mouvance de gauche, ils sont d'extrême droite, ils disent identitaires. Identitaires, donc pour certains Français, européens, dans un sens plus large, ils ont cette idée de sauvegarde de l'Europe. Face à ce que certains. Alors hier, j'ai regardé un bon documentaire d'Arte dessus sur Génération Identitaire. Ils sont partout, ils sont même dans des pays où ils ne pensaient pas y voir, en Grèce, ils commencent à avoir de la place. En Allemagne, ils sont nombreux. Il y a de tout, vraiment de tout. Monarchistes, membres du FN, en France. Ils ont un discours qui plaît aux jeunes. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait une action coup de poing. Oui, à la CAF. Tu as réussi SOS Méditerranée. Ça a fait vraiment énormément de bruit à la CAF. Ils ont déployé une banderole anti-immigration. Alors leur discours, c'est vraiment anti-immigration, anti-islam. Ce qui est alors eux, ils se pensent un peu comme Charles Martel, la défense de la chrétienté. Je pense que c'est pas non plus qu'ils soient musulmans, athées, qu'ils soient juifs, bouddhistes. C'est pas trop ce qui m'importe en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est en France, j'habitue aux coutumes et je vis à la France. Tout en gardant cette liberté religieuse. Tout en gardant ta liberté religieuse. La religion, c'est pour toi. Elle n'a rien à faire dans le domaine public. Par exemple, voilà. Après, il ne faut pas non plus négliger qu'il y a certaines traditions qui sont françaises. Avec la chrétienté reste quand même indissociable de la monarchie. Demain, si la monarchie revient au pouvoir, il faut savoir que la chrétienté aura de facto une place prépondérante dans la société. Moi, je sais que ça ne me dérange pas.
Et j'espère que le monarque n'aura pas non plus à faire non plus des choses à l'encontre de personnes ne pensant pas comme nous au niveau religieux. La liberté de religion, c'est quelque chose qui se respecte. Et je pense que les générations identitaires, alors eux peut-être qu'ils sont frappés, je ne dis pas que je les insulte, mais je pense qu'ils sont frappés par un peu ce sentiment de ne plus d'avoir de France. En fait. Ils ne sont plus en France. C'est critiquable. C'est critiquable comme on peut leur donner raison à certains moments, comme on peut critiquer. Mais je ne suis pas non plus dans cette logique. Les royalistes qui partent là-bas, je leur demande très souvent pour quelles raisons ils vont. Je connais énormément de républicains qui étaient à AGI, qui ensuite sont devenus royalistes. Ça ne les a pas empêchés de devenir des gens normaux. Après, et par rapport au FN, on n'a pas énormément de bien avec eux parce que c'est un groupe républicain. C'est des républicains, mais nous, on n'est pas non plus à vouloir. Alors je ne dis pas que pour les élections, il y en a qui votent pour eux, il y en a qui votent pour eux, parce que c'est un barrage, certaines idées convergent. Même si maintenant, le Front National, c'est le RN, le National, c'est plus le Front National. On se rend compte que de sortir de l'Union Européenne, on est passé à réformer l'Europe. Alors ils ont toujours ce discours un peu xénophobe, un peu peur de l'étranger. C'est pour ça que tout à l'heure la question était posée par rapport à ça.